des maths c'est Mad Dog et un petit mot pour vous dire que cette vidéo est financée par vous. C'est grâce à vos dons sur Tipeee et Patreon que la chaîne continue de marcher bon an mal an et que j'ai du temps pour pouvoir bosser sur des vidéos. Mais ça, on va en reparler en fin de vidéo. En attendant, vous êtes les bienvenus dans cette nouvelle édition de Les mèmes vont-ils mourir? Après, les mèmes peuvent-ils mourir? Après, les mèmes peuvent-ils mourir à cause du cloisonnement des communautés? Les mèmes peuvent-ils mourir à cause de l'Europe? Les mèmes peuvent-ils mourir à cause de l'argent? Et les mèmes peuvent-ils mourir, s'il vous plaît? Voici les mèmes peuvent-ils mourir à cause de la merdification du net. Et quand je dis merdification, ça n'est pas un mot grossier que j'aurais choisi parce que j'aime être vulgaire. Non, c'est la traduction du terme enshitification, théorisé en 2022 et que je trouve de plus en plus souvent dans les articles qui traitent du web. Mais c'est de la merde! Pour vous expliquer le concept, il faut partir d'un présupposé assez simple. Nous avons l'impression que plus une technologie est avancée, plus elle rend les choses faciles ou confortables pour nous. Pourtant, ça n'est pas forcément le cas. Mettons que vous cherchiez à jouer à un jeu vidéo. Pour l'exemple, j'ai pris Sapiens, sorti en 1987 sur Thomson et édité par Logiciel. Oui, c'est un exemple ultra précis. L'année de la sortie, vous disposez de l'ordi et vous pouvez trouver le jeu facilement en boutique. Peut-être aussi allez-vous acheter un magazine pour trouver des aides de jeu. Pourtant, plus le temps passe, plus la possession du jeu devient difficile, parce que celui-ci n'est plus en vente et que des machines plus puissantes sont sorties et ne font pas tourner le jeu. Il vous faudra donc écumer les boutiques de jeux vidéo et les vides-greniers pour trouver la cartouche et ou l'ordinateur. Et vous vous démerderez pour la solution, les magazines de Solus étant passés à des jeux plus récents. Pourtant, dans les années 2000 et 2010, la tâche devient d'un seul coup vachement plus facile. Vous cherchez un émulateur sur le net, une copie du jeu et vous la lancez. Une recherche Google vous donnera l'adresse de forums et de sites de passionnés qui ont la solution. Peut-être même pourrez-vous discuter avec eux afin de finir le jeu. Et on avait tellement l'habitude que ça se passe comme ça, qu'on avait l'impression que ce serait toujours aussi facile. Dans les années 2020, en théorie, ça devrait être encore plus facile. Les ordinateurs sont plus rapides et plus puissants, le réseau internet est encore plus vaste, ce qui fait que vous devriez trouver plus facilement la solution, voire même trouver une vidéo en ligne avec les explications. Or, non. Les recherches Google sont bien plus difficiles, peut-être parce qu'un livre avec le même nom que le jeu est sorti. Si vous ne connaissez pas les mots-clés bien spécifiques, ou si vous passez à côté de certains sites que seuls les aficionados connaissent, il vous sera impossible de tomber sur ce que vous cherchez. Il est même possible que les sites qui proposaient des solutions aient disparu, car ils étaient hébergés sur une plateforme obsolète. Quant à la recherche YouTube, elle est bien trop limitée et ne laisse le choix qu'entre plusieurs vidéos n'ayant rien à voir avec le sujet. Et vous passerez un temps fou à chercher des liens qui eux-mêmes mènent à des informations parcellaires. Et voilà un exemple parmi tant d'autres de cette fameuse merdification. Alors qu'Internet devrait par son évolution aller vers un mieux et nous permettre de retrouver plus facilement des informations, en fait c'est exactement l'inverse qui se passe. Le concept a été théorisé par l'essayiste Cory Doctorow, dont le nom ressemble bien trop à Doctor Who pour ne pas me faire marrer. Doctorow est un blogueur journaliste canadien d'une 50aine d'années, spécialisé dans le droit d'auteur et pionnier du Creative Commons. Coïncidence amusante, durant la création de cette vidéo, je suis passé dans un salon du livre et je me suis aperçu que Cory Doctorow était aussi auteur de science-fiction. Et que chose plus cocasse, je connaissais son traducteur en fait. Donc voilà, Antoine, si tu regardes cette vidéo, je te passe le bonjour. Le 23 janvier 2023, il écrit un article pour le magazine Wired nommé The Enshitification of TikTok, dans lequel il explique à quel point la plateforme est de moins en moins pertinente pour ses usagers comme pour ses annonceurs, et s'appuie sur l'exemple de nombreux sites qui ont suivi la même voie. La merdification se produit en 3 étapes. La première, c'est une étape de croissance. Une entreprise commence à proposer un service aux utilisateurs dans le but de les attirer. Elle lance un nouveau produit qui répond ou crée un besoin et s'avère attractif pour les utilisateurs malgré un financement encore naissant. La seconde étape arrive une fois que le site commence à sentir que ses utilisateurs sont prisonniers de la plateforme. Celle-ci se veut attractive pour les annonceurs, quitte à sacrifier le confort des utilisateurs. Doctorow appelle cela le modèle d'affaires Dark Vador. J'ai modifié la
d'accord, priez pour que je ne le modifie pas davantage. Enfin, la dernière étape, c'est la merdification. La plateforme a évolué au point de n'offrir un service qui ne satisfait ni les annonceurs ni les utilisateurs, mais tout le monde reste car il n'y a pas d'alternative. Les seuls qui sont bien servis sont les actionnaires. C'est aussi le moment où elles se mettent à proposer des services que personne n'avait demandé. Le caca, c'est délicieux. Si le concept s'est vite propagé en un an, c'est parce qu'on s'aperçoit que la merdification peut expliquer pourquoi des tas de sites internet sont de moins en moins intéressants. Doctorow donne deux exemples dans ses interviews, celui d'Amazon et celui de Facebook. Pour Amazon, la première étape fut d'être attractif pour tout le monde. De boutique de livres, il devint très vite une plateforme qui permettait d'acheter tout ce qu'on voulait et de mettre en relation des clients et des commerçants. C'était sécurisé, on savait qu'on n'allait pas sur un site bizarre avec une plateforme de paiement hasardeuse. Puis, une fois que le site était incontournable, Amazon a pris de plus en plus ses aises afin de se constituer une marge sur les vendeurs. Aujourd'hui, acheter sur Amazon n'a plus rien de pertinent, que ce soit pour l'acheteur qui va se retrouver face à un déferlement de produits qui ne correspondent pas à ses recherches. Par exemple, j'avais parlé l'an dernier du taux ahurissant de livres vendus qui étaient simplement des arnaques écrites par ChatGPT, mais encore moins pour les commerçants qui voient souvent leurs produits passer en page 2 ou 3 des recherches face à de nombreuses arnaques. La compagnie s'est lancée dans tout un tas de services annexes pour retenir le client presque contre son gré, services qui n'ont plus rien à voir du tout avec le fait d'acheter des produits en ligne. Pour Facebook, la première étape correspond à la fin des années 2000, lorsque le concept de réseau social naît et que Facebook en devient le leader. On s'en sert d'abord pour partager des photos. Il faut se souvenir qu'avant Facebook, partager des photos, même envers un petit groupe de copains, c'était assez galère. On avait tous des appareils photo numériques qui faisaient des photos bien trop grosses pour qu'on puisse les envoyer par mail. Et même en les compressant, on avait souvent des résultats assez dégueulasses. Il fallait des fois passer par des serveurs extérieurs qu'il fallait payer. Bref, c'était vraiment galère. Facebook proposait à la base aux gens de poster gratuitement leurs photos auprès d'un réseau d'amis qui pour beaucoup s'est étendu à leur famille, leurs connaissances, puis au final un petit peu tout le monde. On a commencé à pouvoir partager des billets d'humeur ou des invitations à des fêtes et il a commencé à se créer des groupes d'intérêt, des pages et des quiz rigolos aussi. C'est le moment où Facebook avait une image assez jeune, voire même un peu polémique, à cause du phénomène des apéros Facebook. Ce moment où des gens invitaient l'ensemble de leur ville à picoler sur une place. Un truc qui fut très vite interdit parce que, on y faisait la chenille. Et c'est très dangereux, la chenille. La deuxième étape, ça a été l'intrusion de la pub, puis petit à petit, les droits ont été grignotés jusqu'au moment où Facebook a dit aux créateurs de pages qu'il fallait qu'ils payent pour que leurs abonnés les voient. Et je crois que c'est ce moment où pas mal de gens ont commencé à fuir le site qui s'est ringardisé petit à petit. En phase 3 de merdification, Facebook est un enfer où la page d'accueil propose sans arrêt des publications de groupes que l'on n'a pas sollicités et qui puent l'humour de boomer. Les bots et les faux profils font complètement partie du paysage et la gestion des profils est devenue une usine à gaz. Pire, Facebook apparaît maintenant comme le pire endroit pour partager ses photos personnelles. Et comme Amazon, Facebook semble vouloir se lancer dans un truc qui n'a plus rien à voir avec l'apparition de Meta et de la réalité virtuelle. Bon, on peut prendre à peu près n'importe quel réseau social ou GAFAM, ça fonctionne. Un des exemples récents, c'est Twitter, un réseau social toujours très utilisé en ce qui concerne l'actualité et les mèmes, qui depuis son rachat par Elon Musk est non seulement pétri de bugs, mais en plus s'est lancé dans un business model de paiement de certification. Et là encore, la proposition est la même que sur Facebook, passe à la caisse, ou bien tu parleras dans le vide. Sauf qu'ici, l'idée est de payer pour que vos commentaires passent au-dessus de ceux qui ont des comptes gratuits. Et c'est une idée qui va un petit peu à l'inverse de toute la logique des réseaux sociaux. Si l'on a l'habitude de trier les commentaires selon les plus aimés ou selon les plus commentés, c'est parce qu'on sait que c'est souvent ceux qui sont les plus pertinents. Ce qui explique pourquoi les commentaires des comptes premium de Twitter sont soit claqués au sol, soit inintéressants au possible. Parce qu'en fait, si tu te sens obligé de payer pour que ton avis passe au-dessus des autres, c'est que ton avis à la base, il devait pas être très pertinent. Oui, et je sais que je devrais dire X et pas Twitter, mais en fait, personne n'est vraiment passé au changement de nom. Quand je lis encore tout un tas d'articles qui parlent de X en rajoutant anciennement Twitter, c'est qu'à la base, c'est pas du tout dans la tête des gens qu'en fait ce réseau social il s'appelle X.
Après, ça me fait chier de le dire parce que c'est mon gagne-pain et une plateforme que j'aime beaucoup. Mais YouTube subit aussi une merdification. Au départ, YouTube, comme Facebook, répondait à un besoin technologique. Les vidéos sont encore plus lourdes à envoyer que les photos et l'apparition de sites permettant de les partager sans avoir à les télécharger était au premier abord complètement fou. Les moyens de faire de la vidéo facilement et à moindre coût se démocratisant, très vite tout le monde s'est mis à poster ses vidéos sur YouTube. La deuxième étape, ça a été le changement de l'algorithme de recommandation qui n'était plus là pour que les gens découvrent des vidéos qui pourraient les intéresser, mais afin de subtilement les obliger à aller sur des vidéos qu'on aimerait qu'ils voient. Ça a été l'intrusion de la pub dans les programmes, et ce de manière de plus en plus obligatoire, et surtout pour faire plaisir aux annonceurs, YouTube a durci ses règles. Alors parfois c'était de manière compréhensible, mais très souvent on ne comprenait pas pourquoi. Cory Doctorow le dit, travailler pour ce genre de plateforme finit par ressembler à bosser pour un patron qui te sucrerait ton salaire lorsque tu brises une règle, mais sans jamais t'expliquer quelles étaient les règles à ne pas briser, de peur que si tu saches comment le règlement est fait, tu puisses trouver un moyen de le contourner et de garder ta paye. En phase 3 de merdification, YouTube a viré des fonctionnalités qui étaient pourtant bien pratiques, et au lieu de se contenter d'être une plateforme de vidéo, elle se lance dans des shorts afin de concurrencer TikTok, ou voire même devenir une application de podcast. La recherche des vidéos YouTube devient un enfer, les pubs deviennent de plus en plus intrusives, alors que paradoxalement pour les annonceurs, le site n'attire plus, car leurs produits se retrouvent noyés au milieu de publicités pour des crypto-monnaies, voire même des pubs pour d'autres YouTubeurs. D'ailleurs, au niveau des changements que personne n'avait demandé, pourquoi ça n'est plus le nom de ma chaîne qui s'affiche quand je fais un commentaire, et plutôt le nom stupide que j'ai choisi il y a 13 ans, parce qu'il y avait déjà 15 Mad Dog, et que je préférais mettre Super Mad Dog, en me disant que c'était juste un nom d'URL, parce que ça changeait un peu de Mad Dog du 72. Voilà, désolé pour les gens qui ont cru que d'un seul coup c'était devenu mon nouveau pseudonyme, et qui se sont dit « Mais putain, il est pas vraiment en train de se la péter grave en fait ». Mais bon, le pire dans la merdification, c'est quand elle a des conséquences sur des sites qui n'avaient strictement rien demandé. Revenons sur la première étape. L'arrivée d'un nouveau service qui attire les utilisateurs, et souvent celui-ci cause la ruine de ce qui existait avant. Amazon a fait couler des tas de boutiques en ligne, Facebook a remplacé les forums, les gens ont arrêté de faire des blogs pour faire des threads sur Twitter, et les concurrents de YouTube ont fermé ou ont stagné dans leur développement. Mais une fois que la plateforme est merdifiée, l'utilisateur peut difficilement revenir en arrière. Fermer une page Facebook pour créer un forum ou un blog apparaît immensément galère, d'autant plus que les plateformes qui proposaient ces services n'ont plus le vent en poupe. Du coup, qui irait vous lire ? C'est la même chose que ces moments où je me plaignais de YouTube et que tout un tas de gens finaux me disaient « Oh tu n'as qu'à aller sur Dailymotion !» Bah non, parce que Dailymotion c'est pire, c'est vieux, c'est lent, ça pue et c'est mort. Par extension, Google a lui aussi subi une merdification qui fait qu'on a de plus en plus de mal à retrouver exactement ce qu'on cherche, et que les premières recherches nous proposent des sites qui ont été boostés par les SEO pour se retrouver en première page. Là encore, on est dans une situation perdant-perdant. Les gens ne retrouvent pas les services qu'ils recherchent, et les gens qui proposent ces services ne retrouvent pas les clients, car ils se retrouvent en page 2 ou 3 du moteur de recherche. C'est de la merde. Ma théorie est celle-ci. Si la merdification s'est répandue à travers tout Internet, elle doit aussi avoir un impact sur les mêmes. J'avais d'ailleurs fait part de mes craintes en début d'année dans la vidéo de récap de janvier, en expliquant que si Twitter poussait en avant les coches bleues, du coup, on aurait du mal à traiter les mêmes Internet. Pourtant, les mêmes sont toujours là, et au dire de mes connaissances, c'est une raison pour lesquelles ils continuent à fréquenter ce réseau social. Depuis le début de l'année, on a eu 3 gros mèmes sur Twitter. C'est là qu'est née la discussion autour de Cerveza Crystal, une bière qui, dans les années 2000, n'hésitait pas à remonter les films Star Wars avec des cuts publicitaires insérés par eux-mêmes qui donnaient l'impression que les protagonistes du film se tapaient une petite bière. L'anecdote hilarante a donné envie aux internautes de proposer eux-mêmes des montages qui inséraient la bière dans différentes œuvres. C'est aussi sur Twitter que le gif du canard en train de fumer une cigarette est devenu viral et qu'est née une discussion sur un poste de télévision en hauteur qui, selon un internaute, est le meilleur moyen de lutter contre Sadako, le fantôme de The Ring. Des internautes se sont amusés à dessiner
la célèbre apparition tueuse, soit en train de se casser la figure, soit en train de contourner le problème. Pendant que je faisais le montage, est apparu aussi ce mème où le personnage de Charlie Lecoq des Looney Tunes s'incruste dans d'autres fictions pour y sermonner les personnages. A noter qu'aucun de ces mèmes n'a été lancé par une personne ayant un compte certifié. Mais bon, 3 mèmes, ça reste mince, et ça m'a fait poser cette question. Quel est le site internet qui fournit le plus de mèmes populaires ? Je me suis donc lancé dans du data mining. J'ai pris les mèmes qui se sont retrouvés en tête de popularité des sondages Know Your Meme sur les 6 dernières années pour les classer selon la plateforme d'où ils ont émergé. C'est une méthode qui a ses failles. Ça ne compte pas les mèmes français. Il y a des mèmes qui sont populaires à travers le temps mais qui n'ont jamais été classés dans les sondages de popularité. On ne peut pas remonter au-delà de février 2019 et les chiffres pour l'année 2024 sont provisoires. Oui, si vous vous demandez pourquoi cette vidéo a pris autant de temps pour sortir, c'est parce qu'il fallait que je compile et que je trie toutes ces données. Oui, et à cause de ça aussi. Au départ, j'ai essayé de faire un classement mois par mois, mais les données sont tellement faibles que cela ne reflète pas grand chose. Par contre, année par année, avec des années où l'on compte 100 à 130 mèmes, on commence à voir des tendances qui se dessinent. On voit que depuis 2019, et peut-être même avant, Twitter est la plateforme phare en ce qui concerne l'apparition de mèmes populaires, avec un taux de 30 à 20% de mèmes internet. Pour être sûr, j'ai pris les mèmes créés par des gens ayant une pastille certifiée, et ils ne sont que 1% de la totalité. Ensuite vient, avec 11% de moyenne, les mèmes qui ne sont pas nés sur un réseau social particulier, mais qui sont liés à des licences, que ce soit des séries de jeux vidéo ou des films qu'Internet a repris. Ensuite, on a YouTube et TikTok qui sont entre 10 et 8% certaines années, TikTok augmentant d'ailleurs sa part au fil du temps, sans vraiment bouffer celle de YouTube, qui se maintient aux alentours de 9%. Ensuite viennent Reddit et Instagram aux alentours de 5%, puis enfin aux alentours de 3% viennent les Facebook, Tumblr et 4chan, et Twitch qui étonnamment ne représente que 0,6% des mèmes. Si Twitter et TikTok sont si prisés par la propagation des mèmes internet, c'est parce que ces deux plateformes dont le fonctionnement repose sur la viralité et l'instantanéité. Je ne doute pas que Tumblr et Reddit comptent de nombreux mèmes, mais ça reste localisé, notamment Reddit qui, à l'image d'Energy de Facebook, contiennent des blagues qui ne sont drôles que pour les gens d'une communauté ou d'un subreddit particulier. Mais du reste, c'est assez étonnant parce que les mèmes internet les plus populaires naissent sur Twitter et TikTok, c'est-à-dire les deux plateformes dont l'avenir est le plus instable. Concernant TikTok, le réseau a essuyé la foudre des législateurs, que ce soit en Europe où le programme de récompense a été suspendu, ou les USA où le Congrès est prêt à interdire l'application car elles craignent des fuites de données et un risque de manipulation de l'opinion. Quant à Twitter, l'application a énormément de mal à se rentabiliser depuis son changement de nom. Elle est en perte de vitesse par rapport à Threads, elle part dans tous les sens et promet encore une fois des trucs qui n'ont plus rien à voir avec la promesse de départ. Devenir un service de vidéo, remplacer le téléphone ou servir de terminal de paiement. Les pannes sont de plus en plus fréquentes et elle aussi est dans la ligne de mire de l'Union européenne et des gouvernements brésiliens et australiens. On pourrait se dire que c'est assez paradoxal de voir que les mèmes internet populaires émergent de plateformes dont on annonce la mort ou le pourrissement sans arrêt. En fait, cela représente assez bien cette fameuse phase d'emprisonnement que Cory Doctorow explique dans sa thèse. Le fait de voir et de partager des mèmes internet est une habitude. Cory Doctorow est assez radical sur ce qu'il se passe une fois qu'un réseau social est merdifié. Pour lui, la merdification est une sorte de processus inévitable de la vie d'Internet. C'est un signe qui montre qu'une plateforme va finir par mourir. Alors, je veux bien, mais si c'est le cas, on est tous grave dans la merde. Parce que si ça ne concernait qu'un ou deux sites, ça ne serait pas grave. Après tout, on en a vu des plateformes qui se sentaient être le centre du monde, et qui une fois la hype passée, ont vite été reléguées à l'état de souvenir. Sauf que son diagnostic correspond à une bonne dizaine de sites internet parmi les plus utilisés au monde. Et ça trahit quelque chose d'assez général. Internet a fini de nous faire rêver. Je veux dire, ça fait combien de temps qu'on n'a pas entendu parler d'un site internet qui faisait envie, voire d'une feature intéressante. Et en même temps, une fois qu'un réseau social est mis sur place et qu'on arrive à y poster des images animées, du son et de la vidéo, on arrive à un plafond de verre. Je sais qu'on peut toujours améliorer quelques trucs, mais c'est moins impressionnant. Ça m'a d'ailleurs marqué ces dernières semaines sur Blue Sky. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce site, c'est une sorte de projet parallèle de Twitter qui petit à petit est devenu une sorte de nouveau réseau social
qui ressemble fortement au Twitter de 2009. Et comme le réseau essuie les plâtres, on voit les avancées peu à peu. Il y a un mois, ils ont intégré les gifs animés. Et il y a peu, il y a eu enfin la fonction pouvoir s'envoyer des DM. Ce qui fait qu'à chaque annonce, tout le monde est plutôt hypé. Parce qu'en fait, ça le rapproche de plus en plus d'un réseau social normal. Sauf que ça m'a fait me rendre compte que ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu une annonce de mise à jour sur un réseau social qui ne soit pas perçue comme ne serait-ce que positive. Alors oui, on a eu les intelligences artificielles, mais même de ce côté-là, la hype semble être passée depuis le début de l'année. Durant les années 2021 à 2023, il y a eu un très gros waouh effect qui s'est traduit par de nombreux mèmes où l'on faisait faire n'importe quoi avec les IA, des dessins sous Wall-E, des discussions surréalistes avec ChatGPT, le générique de Scooby-Doo chanté par Johnny, des spirales, un mec qui se bat contre des crocos, Harry Potter en fashion victime et des meufs avec des très gros pare-chocs. Mais depuis le début de l'année, les mêmes avec des images par IA, c'est surtout les boomers, les fans de Donald Trump et les shitposters qui s'en servent. Le reste d'internet est passé à autre chose et c'est pas la promesse d'une IA avec la voix de Scarlett Johansson qui va changer la donne. Et à vrai dire, on pourrait en rester là. Une plateforme marche, elle engrange des abonnés qui deviennent des habitués et puis elle fait sa vie. Mais en fait, non. Parce qu'il y a une loi dans les secteurs de la tech selon laquelle une plateforme devrait toujours évoluer et proposer des trucs incroyables qui seraient en avance sur le futur qui est déjà le demain d'hier. D'où cette fête du slip avec l'investissement dans des nouveaux secteurs, les évolutions que personne n'a demandé, voire la suppression d'options bien pratiques annoncées comme des avancées. Alors oui, on trouvera toujours un noyau de fans très enthousiastes, mais cela a tendance à masquer la majorité qui elle reste sur le carreau face à un site qui n'est plus le même que celle qu'elle avait connue auparavant. Il y a différents profils entre ceux qui resteront quand même coûte que coûte en subissant des changements qu'ils n'aiment pas, ceux qui bourrent leur navigateur d'extension pour que le site reste le même, ceux qui vont petit à petit délaisser leur compte, ceux qui partent avec fracas, et puis ceux qui partent mais qui reviennent quand même. Cory Doctorow lui-même ne pense pas que le bon vieux web va revenir. Beaucoup de choses clochaient avec le bon vieux web. Je veux que nous ayons un bon nouveau web. Le bon vieux web était génial pour des personnes comme moi et je pense que le nouveau web devrait être génial pour tout le monde. Du reste, j'ai encore du mal à faire des prédictions sur ce que sera l'avenir d'Internet. On est d'accord que les mèmes ne vont pas disparaître avec la chute de certaines plateformes, mais plutôt qu'ils vont migrer d'un lieu vers un autre en même temps que les utilisateurs qui en font. Et c'est déjà une chose en germe sur le graphique. En vrai, après Twitter, la deuxième ligne la plus importante dans la création de mèmes internet sur mon graphique, ce sont les plateformes dont le nom n'apparaît qu'une ou deux fois par an. Ce sont les Discord, Imgur, iPhoney et compagnie. Parce que des gens qui se barrent des gros réseaux sociaux pour trouver le bonheur sur Mastodon, Blue Sky ou sur un Discord privé, j'en croise de temps à autre, et je ne peux pas quantifier leur importance relative à la largeur du web, mais ils sont là et aussi créent et partagent des mèmes. Le web est de plus en plus morcelé. Comparé aux années 2010 où dès qu'une chose buzzait, tout le monde en parlait, on a de moins en moins de mèmes qui deviennent ultra populaires sur la totalité d'internet, mais on a plutôt des énormes bulles. D'ailleurs, c'est assez visible sur les mèmes de TikTok qui ont tendance à ne faire parler que sur cette plateforme. Et tant pis si c'est plus trop raccord avec l'idée de partager un mème avec la Terre entière. C'est une démarche qui s'oppose avec le principe de la communication virale. Si le terrain de jeu est divisé en plusieurs entités, on aura plus de mèmes localisés et moins d'énormes mèmes massifs. On constate le même phénomène sur la culture d'ailleurs. Par exemple au niveau séries télé, on a de moins en moins de séries phénomènes qui seront regardées par tout le monde et son chien, notamment parce que les gens sont de plus en plus divisés sur le nombre de plateformes de streaming. C'est ce qu'on appelle la fragmentation du marché. Ça se remarque d'ailleurs particulièrement dans mon groupe de copains où entre les gens qui ont Crunchyroll et ceux qui ont Netflix, on ne regarde plus du tout la même chose. Et pourtant, on croule tous sous les œuvres chouettes à regarder. Du reste, je vais continuer à remplir mon tableau des mèmes et je vous dirai dans le bilan de fin d'année si les tendances que j'avais calculées pour le début de l'année 2024 se sont confirmées ou si ça a complètement changé. Oui, j'espère au moins que la chaîne va durer jusqu'à fin 2024. Les vidéos arrivent au train d'une tous les 2 mois. J'aimerais que ça avance plus vite, mais je ne peux pas vraiment, parce que je cumule la création de vidéos et mon activité de père au foyer. Et puis j'ai encore du mal à trouver mes marques. Mais bon, j'arrive à me maintenir grâce à vos dons sur Patreon et Tipeee. Et si vous souhaitez donner à la chaîne, c'est le moment. Parce qu'avec la présente vidéo où j'utilise le mot merdification,
du début jusqu'à la fin et où je dis du mal de YouTube, les revenus publicitaires vont pas être faramineux. Mais merci encore pour vos retours sur ma dernière vidéo, j'ai eu plein de commentaires adorables sur la qualité du travail, ce qui m'a rassuré, d'autant plus que je naviguais dans la sphère du YouTube manga et que c'était pas du tout mon domaine de prédilection. J'espère que cette vidéo va vous plaire aussi et amener des commentaires sympathiques, voire des gens qui s'abonnent et qui lâchent leur plus gros pouce bleu. Bon, en fait, je vois pas vraiment la grosseur de vos pouces, mais je vois juste leur nombre et ça me fait déjà très plaisir. Sur ce, profitez bien du printemps et à la prochaine.